Bien, le 12 mars dernier, j'ai donné un cours devant un auditoire certes déjà clairsemé par les annonces de la propagation du Covid-19, mais sans imaginer alors que toute la vie publique du Collège de France allait s'arrêter quelques jours plus tard. C'est donc par la voie de l'enregistrement devant un auditoire vide que je vais donner les 3 derniers cours prévus pour cette année. L'exercice a quelque chose de troublant, mais il permet de retrouver mes auditeurs, ou du moins ceux qui ont l'occasion de regarder les vidéos, et de refermer ainsi la série des leçons que j'ai ouvertes l'an dernier. Lors des 2 cours précédents, j'ai exploré la catégorie des héros en me fondant essentiellement sur la poésie archaïque. Le terme même de héros, qui était le fil rouge de la démarche, m'a évidemment mené au cœur de l'épopée homérique, où j'ai été en mesure de le comprendre, après bien d'autres, ce terme de héros, comme un titre honorifique correspondant grosso modo au français seigneur. Il peut désigner ce que j'ai appelé des seigneurs de guerre, à différents niveaux de pouvoir au sein de l'armée, depuis les rois comme Agamemnon, Ménélas ou Achille, jusqu'aux héros au sens du porteur de messages, il y a une ambiguïté, héros, héros, ou encore aux lieutenants, à l'écuyer. L'Odyssée, on l'a vu, fait quant à elle apparaître d'autres figures dont le rapport à la guerre est incident, voire inexistant, dans le cadre d'une intrigue dont la guerre n'est plus le ressort principal. Il s'agit alors dans l'Odyssée, par exemple, de Démodocos, le poète-chanteur, dans la cité de Phéacie, dans le royaume de Phéacie. Il s'agit des membres de l'assemblée d'Ithaque en tant que propriétaires terriens, ou encore de figures de devins. Mais ces textes ne portent guère la trace de ce que nous avons l'habitude d'appeler des héros cultuels, à savoir, si je dois définir ce qu'est un héros cultuel, ou des héros cultuels, ce sont des figures suprahumaines agissant parmi les hommes et qui reçoivent dans la durée, la notion est importante, dans la durée, l'hommage d'une communauté après leur existence comme mortels sur la terre. Les figures suprahumaines honorées dans l'épopée sont les théoi et les théae, dont nous avons vu que les nymphailles faisaient partie, en dépit de leur relation ambiguë à l'immortalité. Donc, dans l'épopée, je récapitule, les figures cultuelles, les figures suprahumaines cultuelles, ce sont les théoi et les théae. Donc, la notion de héros, dans l'épopée, n'est pas associée à l'idée d'un hommage cultuel. Alors, nous avons aussi évoqué la poésie d'Hésiode. Dans le dit mythe des races, ou récit des 5 espèces humaines, Hésiode offre une intéressante catégorisation du destin post-mortem des humains du passé. Au-delà d'une structure thématique qui met en regard la dike et l'hubris, la justice et l'excès, c'est ce qu'avait bien montré notamment Jean-Pierre Vernant. Donc, au-delà de cette structure thématique, le mythe des races nous donne aussi une perspective diachronique des espèces humaines et on voit alors surgir 3 types d'entités suprahumaines associées à la mort des hommes du passé. Je vous les rappelle, donc, puisque ce sont des données que nous avons vues précédemment. Donc, dans le mythe des 5 espèces humaines d'Hésiode, on va trouver les daimonos divins sur Terre issus des défunts de l'âge d'or. Donc l'âge d'or, une fois que cette espèce humaine a vécu et est morte, ses composantes, ses membres deviennent des daimonos divins sur la Terre. Ensuite, l'âge d'argent, lui, va produire des bienheureux mortels sous la Terre. Et enfin, dans ce mythe des races, Hésiode parle aussi des héros dans l'Hadès, ou dans les îles des bienheureux. Les 2 premiers groupes, nous l'avons vu,
donc les défunts issus de l'âge d'or et de l'âge d'argent. Ces deux premiers groupes sont respectivement crédités d'un Guéras et d'une Timée. Nous l'avons vu longuement précédemment, donc je n'y reviens pas en détail, ce qui induit l'hommage des hommes à leur égard. Les notions mêmes de Guéras et de Timée impliquent l'hommage des hommes. Or, pour les héros qu'évoque Hésiode, pour les héros, rien n'est dit sur ce plan. Tout se passe comme si ceux que nous appelons les héros cultuels par habitude étaient chez Hésiode les hommes défunts de l'âge d'argent, c'est-à-dire les bienheureux mortels sous la terre, alors que le terme générique des seigneurs de guerre homériques reste limité au monde de l'épopée. Vous vous souviendrez probablement que Hésiode parle des héros comme demi-dieux en les définissant comme ceux qui sont morts devant les remparts de Troie et de Thèbes et qui sont allés dans l'Hadès ou dans les îles des Bienheureux. Donc il n'y a pas ni de Timée ni de Guéras associés à ce profil, en quelque sorte. Partons dès lors de l'hypothèse selon laquelle Hésiode reflète des pratiques d'hommage cultuel connues de son auditoire. Je pars du principe qu'il y a une sorte de contrôle de l'auditoire quand le poète chante ses vers. Donc il y a peut-être derrière cette présentation par Hésiode des défunts du mythe d'Héras, donc des pratiques d'hommage cultuel connues de son auditoire, et réservées respectivement à des figures au statut de bienheureux divins, associés aux dieux et actifs sur la terre, ce sont les daimonos, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, et de bienheureux mortels, actifs depuis leur séjour souterrain. Donc ce sont les deux premiers points que vous avez à l'écran. Nous pouvons alors en déduire que le nom de Héros ne revient pas d'office à ces derniers, dans une catégorisation à deux termes, Dieu et héros, comme on la trouvera plus tard, et j'y reviendrai par la suite. Quand Homère organise la typologie post-mortem des hommes du passé, mais comme Hésiode, les figures appelées héroës sont les seuls seigneurs de guerre. Dans cette hypothèse, le statut que l'on qualifiera plus tard d'héroïque, en tant qu'il est associé à une démarche cultuelle, donc pour le dire en grec, une Timée ou un Guéras, dans cette hypothèse, donc, ce statut qualifié plus tard d'héroïque aurait précédé l'usage du mot épique de héros pour le désigner, puisque ce statut apparaît chez Hésiode en lien avec les défunts de l'âge d'argent, c'est-à-dire les bienheureux mortels sous la terre. On aurait donc eu, en quelque sorte, la chose sans avoir le nom d'emblée. Je considère en effet que l'absence d'une catégorisation stricte dûment identifiée n'implique pas forcément l'absence de ce qui sera plus tard nommément identifié. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la catégorie de héros comme figure suprahumaine honorée par un culte que le culte à des figures du passé du type bienheureux mortel n'existe pas. Donc on peut parfaitement avoir la démarche sans qu'elle ne soit directement associée au titre de héros que nous avons l'habitude de lui associer. Donc je nuance de ce point de vue la thèse de Jan Bremer dont on avait parlé précédemment, qui considérait, lui, que l'absence du nom impliquait aussi l'absence de ce qu'il désignait. Ce n'est pas mon avis sur la question. Alors, évidemment, l'impact de l'épopée sur ce processus de dénomination est évident, même si la datation de cet impact ne l'est pas. Le temps des héros renvoie à un passé révolu, peuplé d'hommes plus proches des dieux, parfois même nés des dieux, dont les capacités dépassaient celles des humains d'aujourd'hui. Dès lors, les hommes associés localement au passé d'une communauté, ce sont les bienheureux mortels, c'est-à-dire ceux qui ont vécu naguère ou jadis dans cette communauté. Donc ces hommes associés localement au passé d'une communauté sont progressivement entrés dans un cadre de réflexion et de pratique
ainsi que l'atteste le témoignage de Pindare. Le témoignage de Pindare sur le culte rendu à Bathos comme héros fondateur de Cyrène. En effet, vous le voyez à l'écran, bien quand le poète chante le fondateur de Cyrène, à savoir Bathos, ce que les Grecs appellent loikistes, donc les cystes, voilà ce qu'il chante. Bienheureux, il habita parmi les hommes, il devint ensuite un héros vénéré par le peuple. Et on voit parfaitement ici le terme de héros, qualifié par la Hocébès, ce qui montre le caractère collectif de l'hommage qui est rendu au fondateur, qui est donc un héros. Alors là, ce partage du monde suprahumain entre Dieu et héros est aussi attesté par un passage d'Héraclite, qui est cité, qui a été conservé par le Contre-Cels d'Origène, et il pourrait s'agir, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, il pourrait s'agir d'une citation très littérale d'Héraclite. Et donc, je lis la traduction avec vous. Donc, ils adressent leurs prières à de tels statuts comme quelqu'un qui discuterait avec des maisons, ne sachant rien de ce que sont les dieux et les héros. Donc on voit ici dans ce texte d'Héraclite une critique acerbe des rituels traditionnels qui consistent à prier des statues ou à adresser ces prières à des statues alors que ce sont des objets inanimés. C'est cela que signifie la comparaison avec les maisons. Et au-delà donc de cette critique acerbe, ce qui m'intéresse évidemment dans ce passage, c'est précisément l'association des dieux et des héros que Héraclite regroupe dans sa citation, en tant que membre de ce monde suprahumain, et donc de catégorisation en dieux et en héros. Alors, pour en venir enfin à l'épigraphie évoquée dans le titre de cette leçon, à la même époque, donc Pindare qu'Héraclite, apparaissent aussi les plus anciennes lamelles de l'oracle de Dodone, dont je vous ai montré de nombreux exemples l'an dernier. Quand un consultant s'interroge sur l'identité du destinataire approprié au problème qu'il doit résoudre, ce consultant va interroger Zeus et Dionée pour savoir auquel des dieux ou des héros il faut adresser ses prières et sacrifier. J'ai repris ici sur la diapositive toute une série de formules typiques des lamelles, avec un exemple de lamelle ici sur laquelle je reviendrai plus tard. Et on retrouve très fréquemment donc, la simple mention tinytéon, mais aussi l'alternative tinytéon he héroon, donc auquel des dieux ou des héros. Puis il y avait aussi les dieux et les déesses, les dieux, les déesses et les héros, la formule complète au pluriel, plus rarement un héros au singulier ou un dieu au singulier. Donc on voit bien que il y a une catégorisation qui s'opère quand on est dans la généralité de l'énonciation. Évidemment, malheureusement, pour ces lamelles, la datation de ces pièces est difficile à consolider et il est impossible, dans l'état actuel de la datation des lamelles, et je doute que ça puisse s'améliorer, il est impossible de repérer un éventuel passage chronologiquement déterminé du tinytéon au tinytéon he héroon. Donc, on voit que sans doute, au début du 5e siècle, comme pour Pindare, comme pour Héraclite, la catégorisation à deux termes existe, mais il est extrêmement difficile, voire impossible, de repérer le moment du passage. Et c'est ce moment, évidemment, qui m'intéresse. Alors, donc, je répète, l'attestation à deux termes est en tout cas assurée dans le courant du 5e siècle. Et c'est évidemment cette catégorisation, quand elle se traduit dans des cultes, qui m'intéresse. Alors, la question que je souhaite poser face à ce type d'hommage est relativement simple. Quelle est la place respective des dieux et des héros
dans la démarche de ceux qui les honorent, que ce soit en combinaison, Dieu et héros, ou séparément, un héros tout seul. Ce qui induit évidemment une question subsidiaire. Où se trouve la ligne de démarcation entre Dieu et héros sur cet arrière-plan? Est-elle ontologique? Y a-t-il une sorte d'essence du Dieu et d'essence du héros qui ferait la différence? Est-elle statutaire? Et vous avez constaté que jusqu'à présent, le statut était plus important que l'ontologie dans les cas que nous avons envisagés. Cette distinction serait-elle territoriale, le héros étant circonscrit à un territoire donné et le Dieu ayant un spectre d'intervention plus large? Mais si c'est le cas, que faire du constat posé lors des cours antérieurs sur l'ancrage territorial puissant des dieux grecs eux-mêmes? La distinction entre Dieu et héros serait-elle alors davantage fonctionnelle? Donc, toute une série de questions qu'induit la réflexion sur la catégorisation entre Dieu et héros. Alors, une remarque encore avant d'entrer dans le matériau documentaire que je veux vous soumettre. J'évite autant que possible dans cette enquête de décider a priori du statut héroïque d'une figure suprahumaine sur la seule foi de son nom propre, quand cette figure ne reçoit pas aussi le titre de héros et que le contexte ne permet pas de trancher. En effet, même quand le nom du ou de la destinataire d'un sacrifice renvoie à une figure connue par les traditions narratives des Grecs, il n'est pas toujours évident de le placer de façon décisive dans la catégorie du héros ou dans celle de la divinité. Alors, il y a évidemment des cas évidents d'un tel brouillage. C'est le cas d'Hélène ou le cas d'Héraclès, dont le statut varie selon les cultes qu'ils reçoivent. On peut encore convoquer dans ce brouillage des catégories les Dioscures, dont la gémellité rend poreuse les frontières entre mortalité et immortalité, et donc entre statut héroïque et statut divin, puisque un des deux Dioscures était censé être immortel et l'autre mortel. Donc on voit bien que là, dans le cas de ces trois types de figures, Hélène, Héraclès et les Dioscures, les frontières sont poreuses. Dans d'autres cas, les frontières ne sont pas poreuses. Nous ne les connaissons pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous donne deux exemples contrastés qui datent tous deux du début du IVe siècle avant notre ère. Alors, le premier exemple nous est déjà connu, puisqu'il vient d'un document que je vous ai déjà mis sous les yeux. Et ce document, je vous en avais essentiellement parlé à propos des nymphes, du sacrifice aux nymphes. Ici, la figure qui m'intéresse, et elle est en grâce à l'écran, c'est celle d'Alokos. Alokos, qui est donc destinataire d'un sacrifice, le sacrifice d'une brebis, ce qui implique que la figure est féminine. Mais qui est Alokos? Alors, dans son excellent ouvrage sur les héros attiques, Emily Kearns, donc son livre The Heroes of Attica, dont vous avez la référence à l'écran, Emily Kearns, donc dans son annexe reprenant tous les héros de l'Attique, mentionne Alokos. Alokos, donc c'est la jeune épousée. Et vous voyez à l'écran qu'elle ne tranche pas. Elle indique « goddess » or « héroïne », point d'interrogation. Évidemment, Alokos, ce n'est pas une figure des traditions narratives des Grecs. C'est uniquement une figure attestée dans les cultes, et en l'occurrence dans ce culte précis du dème d'Herkia. Donc, le contexte de l'offrande dans le calendrier d'Herkia ferait plutôt pencher vers la divinité. Mais fondamentalement, en tout cas, on n'a aucun indicateur rituel qui nous permette de considérer que Alokos est une héroïne parce qu'elle reçoit une brebis sans autre mention
comme, voilà, vous voyez ici, on a toute une série de divinités. Rien ne permet de dire, rituellement parlant, qu'Alokos ne serait pas une divinité. Mais on voit bien que ça pose un certain nombre de problèmes à ceux qui se penchent sur ce type de catégorisation. Mon deuxième exemple, donc ceci pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément décider d'emblée. Mon deuxième exemple est une figure qui porte également le nom d'une classe d'âge, puisqu'avec Alokos, on avait l'âge jeune épousé. Et cette fois-ci, il s'agit de Néanias. Néanias, c'est le jeune homme. C'est le jeune homme qui est ici, donc, destinataire dans le calendrier sacrificiel de Torikos, qui est destinataire du sacrifice d'un animal adulte. Donc, là encore, on n'a pas nécessairement d'indicateurs rituels qui nous permettent de déterminer le profil de Néanias, hormis son nom de jeune homme. Donc, en tout cas, dans ce calendrier-ci, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais Néanias est connu par ailleurs, contrairement à Alokos, et dans un autre calendrier sacrificiel attique, à savoir celui de la tétrapole de Marathon, on retrouve Néanias, ici, le jeune homme, qui va recevoir un important sacrifice de 3 animaux, puisqu'il s'agit d'un bovin, d'un mouton mâle et d'un porcelet. Donc là, on voit bien que c'est une figure importante du dème. Et il est également mentionné, ce Néanias, dans une inscription reprenant des locations de terre partout en Attique. Vous voyez qu'on est chaque fois dans la première moitié du IVe siècle avant notre ère. Et donc on voit là Néanias réapparaître. Malheureusement, il y a une lacune. Il y a une lacune au début de la ligne, là c'est le marqueur de la fin de ligne, il y a une lacune au début de la ligne et on voit ici le mouvement naturel des interprètes qui considèrent que Néanias doit être un héros, et donc, dans la restitution, qui est, il faut bien le dire, un peu gratuite, on voit apparaître un héroon, c'est-à-dire un sanctuaire héroïque, mais qui est une forme de spéculation de la part de l'éditeur de l'inscription. Dans le cadre donc, de cette figure cultuelle de Néanias, le cadre documentaire est favorable, et il est clair que dans le cadre héroïque qui est le sien à Marathon, parce que là, pour le coup, le contexte de l'inscription est important, on a un certain Aristomachos, on a la référence à une héroïne, puis on a Néanias, et puis à nouveau une héroïne. Donc là, on a des éléments qui permettent de diriger Néanias plutôt du côté héroïque. Mais dans bon nombre de cas, et il faut bien dire que si on n'avait que ceci, à part évidemment la restitution, ou que ceci, ce serait beaucoup plus compliqué, puisque le voisin de Néanias ici, c'est Zeus lui-même. Donc là, on voit la difficulté de décider d'emblée du statut d'une figure suprahumaine. Donc, en l'absence de titre explicite, et surtout en l'absence de contexte aussi, il vaut mieux suspendre la question du statut. Et on va voir que même quand un titre semble donner une indication, la situation peut être plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule, avec toutes les précautions d'usage en termes méthodologiques. Et je vais maintenant entrer dans plus profondément dans le registre documentaire. Alors, 2 types d'inscriptions sont à scruter de près quand il s'agit de saisir l'usage du terme héros comme titre cultuel, outre les lamelles de Dodone dont je viens de parler et que je laisse de côté pour les raisons que j'ai dites. Donc, 2 catégories de types d'inscriptions sont à scruter. D'une part, les dédicaces et d'autre part, les normes rituelles. En ce qui concerne l'épigraphie, puisque c'est ce dont je vais m'occuper, cette leçon-ci est la suivante,
En ce qui concerne l'épigraphie, donc les dédicaces et les normes rituelles sont les deux grands ensembles documentaires qui attestent l'existence de démarches cultuelles, puisque c'est ça que je piste pour le moment, qu'elles soient accomplies par un individu particulier ou par un groupe plus ou moins officiel, voire institutionnalisé. On vient de le voir avec les calendriers sacrificiels, ce sont évidemment des documents, des normes rituelles émises par des instances collectives, officielles. Mais commençons par les dédicaces. En effet, la consultation de l'inventaire de Maria Letizia Lazzarini sur les formules dédicatoires votives de la période archaïque offre immédiatement un ordre de grandeur, sans aucune prétention statistique, donc ordre de grandeur dans la répartition entre Dieu et héros, puisque c'est ça que j'essaye d'évaluer. Alors, sur les 1000 dédicaces reprises dans l'ouvrage, donc cet ouvrage dont vous avez le titre à l'écran, donc les formules des dédicaces votives de la Grèce archaïque, donc sur les 1000 dédicaces reprises dans l'ouvrage, ce qui est un échantillon tout à fait intéressant, et même si toutes ne mentionnent pas le destinataire de la démarche, la proportion entre destinataire divin et destinataire héroïque est significative, en dépit aussi des hésitations que l'on peut avoir, que je viens d'évoquer, sur l'identité de l'un ou l'autre destinataire. Donc, la proportion est significative, puisque seule une dizaine de textes mentionnant explicitement un héros y est repérable. Si je m'en tiens aux attestations les plus anciennes, à savoir celles qui sont datées du VIe siècle, dans l'inventaire, les formules dédicaces les plus anciennes datent du VIe siècle, 3 cas intéressants sont à interroger. Alors, le premier cas est celui du héros béotien Ptoios, explicitement honoré comme héros, dans une série de dédicaces de trépieds qui lui ont été faites. Vous avez un exemple à l'écran. Je lis la traduction. Donc, sous l'archontat de Simonidas, les Acraïfiens ont dédié ceci, sous-entendu, au héros Ptoios, et on voit dans le grec, donc, Simonida archontos, to héros, to ptoio, acrifies anéthéan. Donc, on a le nom propre Ptoios qui est affecté du titre de héros. Alors, comme on le voit sur la photographie dont j'ai assorti l'inscription, donc cette inscription est portée par une colonne cannelée qui supportait un trépied et malheureusement les trépieds eux-mêmes ont disparu. Alors, une dizaine de dédicaces plus ou moins mutilées selon les cas présentaient une même formule, datation par l'archonte, verbe de l'acte posé, on retrouve ici le verbe anatithémie, le destinataire et le nom des citoyens à l'origine de l'hommage, à savoir ici les citoyens d'Acraïfia. Je vais revenir sur la cité. Alors, d'autres objets pouvaient porter ce type de dédicace au même endroit. C'est le cas d'un grand pitos en céramique dont le bord portait lui aussi donc, une inscription datée au sens large du VIe siècle. C'est difficile d'être plus précis. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de photographie du pitos, de la jarre, donc, mais voilà l'inscription et on reconnaît la formule, même si elle se distribue autrement. Sous l'archontat de Puridaos, les Acraïfiens ont dédié ceci au héros Ptoios et on retrouve une nouvelle fois, même si elle est fort restaurée à la fin, la mention du nom du héros avec son titre cultuel. Alors je disais, un mot sur le contexte s'impose. Voilà une carte, donc vous avez à droite la carte globale de la Béotie, et vous avez en rouge donc le cadre qui correspond à ce que vous avez du côté gauche de la dia. Vous voyez donc ici la cité d'Acraïfia avec son acropole, le sanctuaire du héros Ptoios où ont été mis au jour les colonnes et autres objets que j'évoquais, et puis ici le sanctuaire d'Apollon dont la dénomination est Ptoios lui aussi.
Donc, les inscriptions aux héros ont été mises au jour dans un ensemble sur 2 niveaux, donc ici, remontant au 2e quart du VIe siècle, donc on est vraiment dans la première partie du VIe, et situé donc à 2 km vous avez l'échelle ici, à 2 km de l'acropole de la cité d'Akraïfia d'une part, et à 1,5 km du sanctuaire d'Apollon Ptoios. Donc, quand on vient de la cité d'Akraïfia, on passe par le sanctuaire du héros pour atteindre le sanctuaire d'Apollon, dont la fondation, elle, remonte au moins au 8e siècle, et était le site, le sanctuaire d'Apollon Ptoios, était le site d'un oracle réputé. Il suffit de mentionner l'épisode de Mis le Carien interrogeant l'oracle pour Mardonios avant la bataille de Platée, tel que Hérodote le raconte. Toutefois, la position du sanctuaire d'Apollon dans un lieu de passage vers la Grèce du Nord, on voit bien ici, on voit bien que c'est par ici que l'on remonte vers la Grèce centrale, la Grèce du Nord. Donc, la position du sanctuaire dans ce lieu de passage, d'une part, et d'autre part, la nature prestigieuse, voire précieuse, des offrandes les plus anciennes mises au jour dans le sanctuaire d'Apollon, atteste que ce lieu de culte, donc celui d'Apollon, a d'abord assumé une dimension, a revêtu une dimension suprarégionale. Donc, même si sur la carte on voit un lien direct avec la cité, ce sanctuaire avait une dimension suprarégionale dès sa fondation. Et à ce sujet, je vous renvoie à 2 études de François de Polignac. François de Polignac, dans ces 2 articles, a récemment analysé le paysage religieux de la zone et il fait l'hypothèse que la fondation du culte du héros Ptoios était une initiative de la cité d'Akraïfia elle-même, s'affirmant, donc là, avec la fondation du sanctuaire du héros, on l'a vu au tout début du VIe siècle, donc la cité s'affirmant à proximité du prestigieux sanctuaire d'Apollon Ptoios, plus ancien, avec une dimension beaucoup plus ample au départ en tout cas. Alors évidemment, on ne sait rien des relations entre le sanctuaire d'Apollon lui-même et la cité au moment de sa constitution. C'est-à-dire, si je reprends la carte, voilà, la cité d'Akraïfia est plus ancienne évidemment que le sanctuaire du héros, a dû vivre en parallèle avec ce sanctuaire d'Apollon dont la fréquentation était beaucoup plus large, mais on ne connaît pas grand-chose, voire rien, des relations initiales de la cité et du sanctuaire. Mais en tout cas, le choix d'honorer collectivement le héros Ptoios relève d'une démarche de type identitaire, puisque son nom, comme l'épiclèse d'Apollon, est en fait celui de la montagne locale. Vous le voyez sur cette carte. Ptoon est le nom de la montagne. Donc, c'est l'Apollon de la montagne et c'est le héros de la montagne. On a donc un ancrage local puissant. Et donc, à cet égard, on a une démarche qui est vraiment de type identitaire pour la fondation de ce héros. Alors évidemment, le héros Ptoios, différents récits inscriront Ptoios dans des généalogies concurrentes, mais il faut bien reconnaître que, cette figure n'a guère d'épaisseur narrative. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce héros. Pourquoi ? Précisément parce qu'il s'agit de la figure tutélaire de la communauté en tant qu'elle occupe un territoire donné. Et ce qui m'intéresse dans la réflexion présente, c'est évidemment de voir que dans la dernière partie du VIe siècle, puisque c'est dans la dernière partie du VIe siècle qu'ont été inscrits les objets que je vous ai montrés précédemment, donc à ce moment-là, la figure de Ptoios peut recevoir le titre de héros, comme l'indiquent ces inscriptions. Alors, c'est également le cas, et je me fonde toujours sur l'inventaire de Lazzarini à ce sujet,
C'est également le cas à Rhamnonte en Attique. Donc je suis passée de la Béotie à l'Attique. Une inscription à l'écriture qualifiée d'archaïque par Jean Pouilloux a été mise au jour dans le Dème donc, de Rhamnonte, et puis complétée par un fragment qui a été découvert par la Société archéologique grecque. Alors malheureusement, j'ai une photographie du premier morceau de l'inscription publiée par Pouilloux. Je n'ai pas la même chose pour la partie de l'inscription retrouvée par les Grecs, mais on voit ici que ça, c'est la partie qui a été trouvée après, et ça, c'est l'inscription que porte cette partie de la pierre. Alors, les archéologues grecs qui ont mis au jour la première partie de l'inscription donc, font l'hypothèse, sont un peu plus précis que Pouilloux qui parlait d'une écriture archaïque, mais vous voyez que c'est quand même un demi-siècle et un point d'interrogation. Hein, donc tout ça est quand même relativement hypothétique. Alors, en revanche, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette figure de héros archégète, donc on le voit sur l'inscription, donc archégétei héros, cette figure anonyme, hein, puisque ici vous avez le titre de héros qui est flanqué d'une fonction, cette figure anonyme est toujours attestée 2 siècles plus tard, au IVe siècle. Au IVe siècle, avec donc cette partie d'inscription, ce fragment d'inscription, le prêtre du héros archégète, donc le voilà, hein, toujours le même, à Dionysos, après avoir été... Alors oui, il a fait quelque chose, il a dédié quelque chose à Dionysos, mais on ne sait pas quoi, après avoir été loué et couronné par le conseil, les démotes et les soldats, hein, puisqu'il y avait une garnison à Rhamnonte. Donc, on voit ici que ce héros archégète a une pérennité, hein, puisqu'on l'a dans la dédicace du VIe siècle, et puis on le retrouve ici dans une inscription du IVe. Alors l'archégète, comme on l'a ici sur l'inscription, c'est le fondateur donc, du type de ce dont Pindare témoigne pour Bathos à Cyrène, le passage que l'on a vu tout à l'heure, à ceci près, évidemment, que Rhamnonte s'est doté d'une figure circonscrite par sa fonction, c'est le héros archégétès, et non par un quelconque arrière-plan narratif, qui peut être fondé sur une histoire réelle ou supposée. Par exemple, dans le cas de Bathos, c'est un personnage que nous qualifions d'historique. D'autres sont des personnages que nous qualifions de mythiques, mais qui étaient historiques pour les anciens. Toujours est-il que ce héros archégète de Rhamnonte reste anonyme pour nous. Alors certains ont fait l'hypothèse qu'en fait, ça devait être l'éponyme Rhamnous, donc le héros portait le nom du Dème, à l'instar de Ptoios qui porte le nom de la montagne, par exemple, parce qu'on a des cas, effectivement, et on va en voir un tout de suite. Mais malheureusement, ce n'est pas, là, ça reste vraiment une hypothèse. Nous n'avons pas de mention plus précise que celle du héros archégétès. Alors, j'ajouterai à ces 2 cas, donc celui de Béotie avec Ptoios, celui de Rhamnonte en Attique, j'ajouterai à ces 2 cas celui d'une figure suprahumaine honorée sur l'île de Délos, qui nous permettra de complexifier encore le tableau. En effet, alors là, on a un peu de tradition narrative, même si elles ne sont pas très, très développées, mais quelques fragments de poésie archaïque laissent entendre qu'à l'époque de la guerre de Troie, le roi de Délos, appelé Agnos, aurait eu donc 3 filles, capables, grâce à la générosité de Dionysos, du dieu Dionysos, de transformer ce qu'elles touchaient, respectivement en huile, en grains et en vin, ce qui, vous en conviendrez, était pratique pour une armée en campagne. Le père les aurait dès lors confiées à l'armée grecque en partance pour Troie, afin de garantir son approvisionnement dans la durée. Alors, au-delà de cette compétence divinement allouée aux filles d'Agnos, les traditions narratives les plus anciennes font d'Agnos le roi de l'île de Délos. Donc, c'est vraiment son titre qui est bien attesté, il est Basileus, il est roi de l'île. Mais évidemment, au-delà de cette petite histoire des filles d'Agnos
capable de fournir de la nourriture indéfiniment à l'armée grecque, allait combattre Troie. C'est l'épigraphie qui m'intéresse ici. En effet, les inventaires hellénistiques de Délos attestent l'existence d'un archégésion, à savoir un sanctuaire du fondateur. D'une part, on a des mentions d'un archégésion, et puis d'autre part, on a un sanctuaire, donc toujours dans les inscriptions en question, on a la mention d'un sanctuaire d'Agnos, dont Philippe Bruneau, le grand savant qui s'est beaucoup occupé de Délos, Philippe Bruneau a bien montré qu'il s'agissait d'un seul et même lieu, donc ce que les inscriptions appellent archégésion et ce qu'elles appellent sanctuaire d'Agnos, c'est un seul et même lieu qui se situe ici. Donc, ici, vous avez donc la côte de l'île avec les structures sacrées. Attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, ici. Donc, vous avez les temples d'Apollon le long de la côte. Et puis, donc là, vous avez la colline du Sainte à droite, avec un sanctuaire d'Héra et un sanctuaire de Zeus, entre autres. Et puis ici, vous voyez un peu à l'extérieur, entre ce complexe de la côte et le gymnase, vous avez un bâtiment en deux parties, entre le lac donc, et le gymnase. Et dans ce bâtiment, on a mis au jour à peu près 400 tessons de céramique inscrits. Et pour comprendre de manière approfondie le cadre architectural, donc vous voyez ces deux parties de bâtiment, le cadre architectural, les démarches rituelles et l'histoire du culte d'Agnos, il faudra disposer d'une publication qui est très attendue, publication du sanctuaire donc de l'archégète Agnos par Francis Prot, qui analyse dans cet ouvrage notamment les quelques 400 tessons inscrits qui ont été mis au jour dans le sanctuaire. Alors, les éléments livrés par quelques publications préliminaires, puisque ceci est à paraître, et des indications que Francis Prot m'a aimablement fournies oralement, suffiront pour mon propos d'aujourd'hui. Et voici donc, en plus de la monographie sur le sanctuaire d'Agnos, deux publications où Francis Prot touche un peu au matériel en question. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette moisson épigraphique, c'est le fait que 4 appellations soient attestées pour désigner le propriétaire suprahumain du sanctuaire en des proportions diverses à partir du VIe siècle. Et quand je dis VIe siècle, le début du VIe siècle semble marquer aussi l'origine du culte. Ce qui est très intéressant parce que, souvenez-vous, quand je vous ai parlé du béotien Ptoios, là aussi, le sanctuaire du héros semble remonter au début du VIe siècle. Alors, les 4 appellations que portent les tessons inscrits retrouvés dans l'archégésion de Délos portent les tessons. Les 4 appellations sont respectivement Théos, Dieu, donc Archégétès, le fondateur, Basileus, le roi, et enfin Agnos, le nom propre de ce roi. Le nom propre, avec parfois aussi des abréviations. Parfois on a un alpha tout seul, ce qui est un peu ennuyeux parce qu'on ne sait pas si on doit les comptabiliser sous Agnos ou sous Archégétès. Mais bon, voilà en tout cas le paysage épigraphique et dédicatoire du sanctuaire d'Agnos à Délos. Alors, Francis Prot, que j'ai interrogé à ce sujet, me signale qu'il est impossible d'affiner la datation des tessons au-delà d'une structuration très large en période archaïque, période classique, période hellénistique. Et pour la période archaïque, qui m'intéresse pour le moment, on compte une 50aine de tessons, à peu près, donc sur 400. Les 4 dénominations y apparaissent, donc à l'époque archaïque, mais sans pouvoir être beaucoup plus précis sur une datation fine. Mais, et ça m'intéresse évidemment beaucoup, pour cette période archaïque, c'est le terme de théos qui se taille la moitié des occurrences, les 3 autres appellations se répartissant plus ou moins à part égale le reste des tessons de la période la plus ancienne. Or,
vous remarquerez, vous aurez sans doute remarqué, qu'en fonction de ce que je vous ai raconté des traditions narratives parlant d'Anios, Anios présente les caractéristiques de ce que nous, avec les Grecs des périodes ultérieures d'ailleurs, appelons un héros fondateur. Il est considéré comme étant le fondateur de Délos, et il est considéré, puisque archégétès, c'est ça que ça veut dire, et il est considéré comme un ancien roi. C'est-à-dire qu'il a, en quelque sorte, le pédigré du héros par excellence. Or, que voit-on dans l'épigraphie du lieu, l'épigraphie locale? Il reçoit le titre de théos en proportion importante sur des supports qui témoignent de son identité aux yeux de ceux qui l'honorent, que ce soit par des offrandes dédicatoires, quand le nom du destinataire est au datif, ou lors d'occasions festives, ou quand la vaisselle qu'il possède, et alors là on a des déterminations génitives, quand la vaisselle au nom d'Anios est utilisée. Donc dans le cas du datif comme dans le cas du génitif, on voit que cette mention de théos reflète la manière dont les acteurs du culte ressentent le statut de la figure qu'ils honorent. Alors, comme ça a semblé curieux, et ça sortait des cadres convenus de la catégorisation du monde suprahumain en Grèce, certains chercheurs ont hésité à attribuer à Anios lui-même les tessons qui reprenaient le terme de théos, et on a fait l'hypothèse, certains ont fait l'hypothèse que dans l'Archégésion, Apollon lui aussi était honoré, et c'est pour ça qu'on avait la mention de théos. Mais au vu du dossier, puisque, oui, je dois préciser, Apollon est évidemment le grand dieu de l'île de Délos, mais au vu du dossier, et si on se départit de nos propres a priori d'emblée, comme je vous disais tout à l'heure, que je me refusais à catégoriser un anthroponyme comme théonyme ou héronyme, plutôt d'emblée, ici, si on se débarrasse, si on fait abstraction de cet a priori, l'hypothèse la plus économique et la plus vraisemblable est d'accepter que le statut de théos ait été accordé à Anios lui-même. En conséquence, Anios, dont tous ceux qui en parlent aujourd'hui, et on va le voir dans un moment, les Grecs aussi à un certain moment de l'histoire, donc tous ceux qui parlent d'Anios en font un héros, eh bien ils pouvaient être appelés théos par les Déliens qui l'honoraient. Parce que Anios est une figure honorée par les Déliens. En effet, je l'avais indiqué naguère, c'était, si je me souviens bien, lors de ma première année de cours, je vous avais montré, j'avais montré à ceux qui assistaient à mes cours à ce moment-là cette diapositive pour d'autres raisons, mais elle concernait donc Anios. Ce sont des linteaux de porte du sanctuaire d'Anios, donc l'Archégésion de la cité, et on voit clairement que l'accès du sanctuaire est interdit aux étrangers. Donc le petit bâtiment que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure n'était accessible qu'aux Déliens. Donc pour les Déliens qui honoraient Anios, ils pouvaient parfaitement, à côté de Archégétès, de Basileus ou d'Anios, être appelés théos. Donc cette interdiction nous ramène évidemment du côté de ce que je faisais comme hypothèse à propos de Ptoios, à savoir le profil identitaire de la figure de culte. Même chose, évidemment, la comparaison est encore plus évidente avec le Héros Archégétès de Rhamnonte, puisque là, ils ont la même fonction, celle de fondateur. Mais alors que à Acraïphia et à Rhamnonte, c'est le titre de Héros qui, fin du VIe siècle, a été explicitement accordé à Ptoios d'un côté et à l'Archégède de l'autre, les Déliens ont assumé dans une des trois dénominations possibles pour leur roi Archégède, ou plutôt les quatre dénominations, le titre qui en fait un être divin, et ce, j'insiste, tout au long de l'histoire du culte. C'est-à-dire, moi ici, je vous parle de la période archaïque, mais Francis Prot m'a confirmé que
On retrouve le terme de théos sur les tessons jusqu'à la période hellénistique. Donc c'est vraiment un élément que nous devons prendre en compte. Alors, un tel échantillon tiré de l'inventaire des formules dédicatoires de Maria Letizia Lazzarini me permet de faire plusieurs constats. Premier constat, le titre de héros pour désigner le destinataire d'une démarche cultuelle est rare à la période archaïque, quel que soit le type de source auquel on a affaire. On a vu que dans les textes dits littéraires, il n'apparaît qu'au tout début du Ve siècle. On ne l'a pas avant en tant que figure cultuelle. Et pour les dédicaces, on vient de voir que c'était relativement rare. Deuxième remarque, les deux cultes où il apparaît sur le millier de dédicaces offertes dans cet inventaire s'adressent à des figures humaines du passé de la communauté censées avoir une action déterminante pour la dite communauté. Le nom de Ptoios implique, je l'ai dit, un élément identitaire fort par la localisation impliquée par l'homonymie avec la montagne, et dans le cas de Rhamnonte aussi. Et la troisième remarque, le cas d'Anios, figure humaine du passé d'Élien, atteste néanmoins, même si c'est une figure humaine du passé d'Élien, ça atteste de flottement dans le statut attribué à de telles figures, puisque Anios, on vient de le voir, porte le titre de théos. Donc, entre cet échantillon épigraphique que nous venons de passer en revue et ce que nous avons collecté dans les traditions narratives archaïques jusqu'ici, la coïncidence me semble particulièrement intéressante à constater. Et plusieurs points me semblent devoir être soulignés quand on confronte tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans les leçons précédentes à propos de la poésie archaïque et ce que l'on vient de voir avec l'épigraphie archaïque. Il y a une coïncidence que je peux décliner en plusieurs constats. Premier point, la référence au statut de théos est omniprésente dans l'un et l'autre genre documentaire dès qu'il s'agit de culte, que ce soit chez Homère, chez Hésiode, chez tous les poètes archaïques. S'il est fait mention d'un culte et qu'il y a un destinataire, c'est un théos. Alors que le statut de héros est, lui, très faiblement représenté, et seulement à partir de la deuxième moitié, voire la fin du VIe siècle. L'hypothèse énoncée tout à l'heure, selon laquelle une structuration du monde suprahumain articulée en dieux et héros s'était progressivement constituée au cours du VIe siècle, trouve un fondement dans cette comparaison. Donc ça, c'est la première remarque. Le destinataire d'un culte, jusqu'à la fin du VIe siècle, au milieu du VIe siècle, est un théos. Héros apparaît plus tard. Deuxième remarque. Le cas d'Anios, théos, en tant que théos, semble poindre vers ces humains du passé qui, chez Hésiode, obtiennent, on l'a encore revu tout à l'heure, le statut de daimonos immortels et pictoniens, c'est-à-dire des figures divines actives sur la terre, après avoir vécu un moment sur la terre, tandis que le cas du héros Ptoios pointe davantage vers les humains du passé, dont le même Hésiode a fait de bienheureux mortels hypoctoniens. Donc vous avez, si je dois faire un parallèle entre ce que les traditions narratives, et plus précisément le mythe des 5 espèces, le récit des 5 espèces humaines d'Hésiode nous dit, et ce que l'on a mis au jour dans la documentation épigraphique, Anios en tant que théos pointe plutôt vers les êtres divins issus des hommes de l'âge d'or, tandis que ceux qui sont qualifiés de héros, même si, encore une fois, Hésiode ne les qualifie pas comme ça, pointent plutôt vers les mortels bienheureux qui sont nés des hommes de l'âge d'argent. Ce qu'Hésiode, en fait, a systématisé dans un récit à visée didactique, il ne faut jamais oublier qu'il y a une visée
précise dans la poésie d'Hésiode que sont les travaux et les jours. Donc, il a systématisé dans ce récit, il a donc systématisé cette catégorisation en opérant des divisions strictes entre figures de type divin et figures de mortels bienheureux. Et c'est certes moins clairement distinct dans ce que nous percevons sur le terrain des cultes voués par des communautés à leurs prestigieux défunts du passé, mais néanmoins, on voit poindre de part et d'autre ces deux éléments, des êtres divins et des êtres héroïques. Le cas donc d'Anios atteste que ce type de défunt peut être appelé théos, et donc renvoyé à ces êtres divins que sont les daimonos hypoctoniens d'Hésiode. Alors malheureusement, nous ignorons tout de ce que les Déliens eux-mêmes racontaient de leur archégète. Et c'est dommage, parce qu'évidemment, nous ne pourrions pas parler de la complexité du statut d'Héraclès en tant que héros théos si nous n'avions pas les dizaines de récits que les anciens nous ont laissés sur la figure d'Héraclès. Malheureusement, hormis les pauvres traditions fragmentaires que j'ai évoquées tout à l'heure à propos d'Anios, nous ne savons pas ce que les Déliens eux-mêmes en disaient. La seule certitude qu'induit le titre de théos attribué à Anios est l'absence de tombe. Ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que dans le sanctuaire d'Anios tel qu'il a été fouillé et que Francis Prove a publié, il n'y a pas de tombeau. Rien n'est évoqué autour d'un lieu quelconque d'inhumation. Parce qu'évidemment, un tombeau aurait pointé de façon particulièrement claire vers une ontologie mortelle, pour reprendre mon terme de tout à l'heure. Et cette ontologie mortelle, elle est évidemment peu compatible avec le statut divin. Alors, les fouilles confirment, donc je le disais, cette présomption, puisqu'aucune trace de tombeau, réel ou supposé, n'a été mise au jour dans l'Archésione. Donc, deuxième remarque, on voit qu'il y a des flottements. Donc, on a les théoi qui sont les destinataires, c'était ma première remarque, les théoi qui sont les destinataires de démarches cultuelles dans les traditions les plus anciennes. On voit qu'il y a chez Hésiode des statues post-mortem, mais dont il est difficile de trouver l'exact correspondant dans la pratique attestée par l'épigraphie, mais avec néanmoins des points de recouvrement. Et enfin, troisième constat que je fais au terme de cette comparaison entre les types documentaires, l'attribution du titre de Héros à Ptoios et à l'archégète de Rhamnonte atteste que le VIe siècle transpose, ou en tout cas la deuxième moitié, transpose dans la matérialité cultuelle le titre honorifique qui était utilisé par l'épopée pour désigner les seigneurs de guerre, les rois, ou bien les poètes-chanteurs, les devins, les propriétaires terriens. Donc tous ceux que l'Iliade et l'Odyssée notamment appellent des héros. Toutes les figures qui inscrivent dans un passé proche des dieux les premiers temps supposés d'une communauté deviennent au moins potentiellement des héros. Mais ça n'apparaît comme tel que dans la deuxième moitié du VIe siècle. Et évidemment, cette acception du terme de héros dépasse ce qu'Hésiode en faisait dans son récit des 5 espèces humaines, puisqu'il limitait la race des héros aux demi-dieux morts devant Thèbes et devant Troie, c'est-à-dire les héros de l'épopée et plus précisément encore de l'Iliade. Et pour refermer la première partie de ce parcours dans les inscriptions qui concernent les dédicaces aux datifs ou les indications de propriété au génitif, j'aimerais ajouter un cas qui ne se trouve pas, et je terminerai là-dessus, un cas qui ne se trouve pas dans l'inventaire de Lazzarini, parce que ce cas est venu au jour après la publication du dit inventaire. Alors, de quoi s'agit-il ? En 1986, les fouilles de l'agora d'Argos ont mis au jour un enclos en forme de trapèze, délimité par 9 bornes en calcaire.
Au centre, les fouilleurs ont identifié une vaste fosse remplie d'une couche de cendres sur un lit de bûches calcinées. Alors, il y avait du matériel céramique mêlé à la cendre, et tout ce matériel date de la première moitié ou du milieu du IVe siècle de notre ère. Donc c'est, on va dire, récent, à l'aune de ce que je viens de vous dire sur la période archaïque. Alors, ce n'est évidemment pas ce foyer de l'Antiquité tardive qui m'intéresse dans la fouille, mais bien une des bornes qui l'entouraient. En effet, ces bornes, en fait, sont des éléments de remploi. Enfin, elles sont plus anciennes que la structure qu'elles entouraient. Et cette borne, donc vous voyez la publication du monument dans un article d'Anne Pariante, publié en 1992. Et sur cette borne, donc dans une belle écriture archaïque, on trouve l'inscription Eroon ton en Thebais. Alors, cette inscription est datée par Anne Pariante du milieu du VIe siècle. Donc, vous voyez, on revient, on est évidemment très loin du IVe siècle de notre ère que j'évoquais il y a un instant. Donc, cette borne est datée du milieu du VIe siècle. L'inscription, est datée, et la borne servait manifestement à délimiter le témenos des héros tombés à Thèbes. Alors, il faut restituer le tombé, mais c'est les héros à Thèbes. Donc, il y avait là un ensemble de héros identifiés comme ceux qu'identifiait Hésiode dans le récit des 5 espèces humaines, à savoir les héros qui étaient tombés devant les murailles de Thèbes. Et nous pouvons faire, grâce à la périégèse de Pausanias, l'hypothèse qu'un monument du même type, un espace du même type, était réservé sur l'agora d'Argos aussi pour les héros tombés devant Troie. Mais évidemment, le cas argien, dont vous avez la borne sous les yeux ici, le cas argien va plus loin que le texte d'Hésiode, puisque l'enceinte délimitée par les bornes en question atteste l'existence d'une Timée ou d'un Guéras, pour reprendre les expressions d'Hésiode, à savoir un culte communautaire. Or, souvenez-vous, je le répète, dans le récit des 5 espèces humaines, précisément, les héros tombés devant Troie et devant Thèbes ne reçoivent pas de culte. Donc on voit bien ici que Hésiode a découpé la logique des hommages post-mortem autrement que ce que l'on voit ici au VIe siècle. Et ceci nous rapproche de ce que Pindare disait du héros Bathos sur l'agora de Cyrène. Donc vous voyez ici un exemple de l'appropriation par Argos d'une tradition prestigieuse, en l'occurrence la tradition épique, probablement à des fins identitaires. De la même manière que les Cyrénéens, les gens de Cyrène, honoraient Bathos en tant que fondateur de leur cité, les Argiens, et je cite ici Anne Pariante, les Argiens pouvaient lire au cœur même de la cité la gloire de leur histoire mythique. Alors, je nuancerai ici en éliminant mythique, parce que c'est la gloire de ce qu'ils considéraient comme leur histoire la plus ancienne qui est en cause. C'est pour nous qu'elle est mythique. Et donc, comme Argos, les Argiens, étaient omniprésents dans la tradition épique, on voit qu'ici, il y a une appropriation par la cité elle-même au VIe siècle, vous voyez que nous sommes décidément dans ce VIe siècle, à des fins identitaires. Et donc, je vais conclure par là, ce monument m'apparaît comme le point de rencontre de 2 types de défunts du passé mis en scène par Hésiode dans son récit des 5 espèces humaines. Je suis toujours dans la lecture croisée des différents types documentaires. Les traditions narratives d'un côté, l'épigraphie de l'autre. En effet, les défunts bienheureux hippoctoniens, auxquels donc les défunts de l'âge d'argent, auxquels, souvenez-vous, une Timée seconde était allouée, et les héros, donc il y a un croisement entre ces défunts de l'âge d'argent, auxquels une Timée seconde par rapport aux morts de l'âge d'or est allouée, et les héros demi-dieux morts sous les murs de Thèbes et de Troie. Donc il y a dans ce monument une sorte de concaténation de ces 2 catégories que
Hésiode avait séparées. À Argos, au milieu du VIe siècle, la timée d'un culte, c'est ce qu'atteste cette inscription, est attribuée au seigneur de guerre, censé avoir porté haut la gloire de l'antique cité des Danaens, selon les traditions panhelléniques. Par ailleurs, des figures du passé qui, à l'échelle locale toujours, expriment l'ancrage d'une communauté dans son territoire, je pense à Rhamnonte, je pense à Craefia, donc ces figures du passé à l'échelle locale se sont vues attribuer le titre honorifique de héros sur le modèle épique. Donc vous voyez ici, on a les héros épiques qui reçoivent un culte, et par ailleurs, des figures locales de défunts prestigieux, on va dire, qui reçoivent le titre de héros. Donc on a vraiment la convergence des deux mouvements. Nous l'avons vu pour la figure topographiquement ancrée de Ptoios près d'Acraefia. On l'a vu pour le héros archégète de Rhamnonte. Toutefois, si la structuration du monde suprahumain en entité divine et entité héroïque, ce sont les dieux et les héros qu'évoquait le fragment d'Héraclite que j'ai mis à l'écran tout à l'heure. Donc si cette structuration du monde suprahumain s'élabore bien dans le courant du VIe siècle, comme tentent à le laisser penser tous les documents que je vous ai montrés, la figure d'Anios à Délos atteste une fois encore le caractère fluide et adaptable des représentations du monde suprahumain. Puisque là, il est théos. Alors qu'on aurait spontanément, si on avait dû appliquer nos schémas, les schémas induits aussi par le reste de la documentation, on aurait dû s'attendre à ce qu'il soit qualifié de héros. Selon le contexte et les choix d'une communauté, le titre accordé à une figure importante de son passé, quand il est attesté, peut pointer vers le statut d'immortel épictonien ou vers celui de défunt hypoctonien. Donc, Anios d'un côté, les héroës de l'autre, si je reprends donc les appellations hésiodiques. L'important pour la communauté étant, parce que ça il ne faut jamais l'oublier quand on travaille sur ces questions, l'important pour la communauté étant la capacité de ces figures à favoriser ceux qui les honorent. C'est le besoin de catégorisation, il est le nôtre. L'important pour ceux qui honorent ces figures, c'est qu'elles leur soient propices et bienveillantes. Merci de votre attention derrière l'écran.